en fait, que les jeunes Maliens ont pris pour contrer Covid ici au Mali, et surtout, et aussi l'engagement social des jeunes. Merci. Merci Boubou. Sans plus tarder, on donne la parole à Jude. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jude Issouf. Je suis entrepreneur, auto-entrepreneur et consultante en management et en marketing, commerçante en détail et formatrice en business English. Je vis en France, à Paris, mais j'ai toujours un pied en Afrique à travers mon commerce en détail et à travers mes aventures entrepreneuriales. Je suis titulaire d'un master en gestion et administration des entreprises, d'une licence en gestion des entreprises et des projets, d'un BTS en communication des entreprises et de plusieurs certifications et diplômes de formation en Advanced and Proficiency English et enfin alumni de la prestigieuse bourse du Mandela Washington Fellowship de l'année 2018. Et mon intervention aujourd'hui va porter sur les actions qui ont été menées par les jeunes sur le plan entrepreneurial et éducatif en Afrique pour faire face à la pandémie du Covid-19. L'a si bien dit chacun des panélistes. Donc, l'objectif vraiment, c'est de valoriser aujourd'hui les initiatives de jeunes pour qu'on puisse derrière montrer vraiment l'implication de la jeunesse dans tout ce qui est la gestion de la cité. Quand je dis la gestion de la cité, c'est le développement communautaire, etc. Et pour qu'après, aujourd'hui, à long terme, on espère que la jeunesse soit beaucoup plus impliquée quand il s'agira de prendre des décisions, en fait, parce que la jeunesse, elle est impliquée sur les questions de développement communautaire, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, la jeunesse est un peu laissée livrée à elle-même. Si on regarde les statistiques démographiques, la jeunesse occupe à peu près, dans mon pays, à moi, au Sénégal, bon, 70% de la population est âgée entre 0 et 35 ans. Et donc, en termes de représentativité, si on fait le parallèle, bon, c'est un peu le néant, on va dire, quoi. Donc, sans plus de temps tarder, je vais donner la parole à Bénédicte, qui aura 5 minutes pour développer son argumentaire. Ce sera pareil pour Boubou et ce sera pareil pour Jude. Donc, on a vraiment sorti 3 angles. Hein. On a sorti l'angle de l'activisme, surtout sur la question des droits des femmes. On a sorti l'angle de l'engagement citoyen et de l'entrepreneuriat social avec Boubou. Et après, on va aller sur le plan de l'entrepreneuriat business et un peu dans le volet éducatif. Avec Jude, quoi, qui, en gros, on aura checké les 3 domaines, hein, donc, que ce soit le secteur privé avec l'entrepreneuriat, que ce soit la société civile avec l'activisme. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir des gens du pouvoir public sur le panel, sinon ça, on aurait vraiment eu tous les différents corps. Donc, sans plus de temps tarder, Bénédicte, floor is yours. Tu as 5 minutes. Donc, tu peux juste mettre 1 minute ton truc. Et si tu as des problèmes de connexion, tu pourras enlever ta caméra et rester avec le logo. Merci. Merci beaucoup, Nancy. Donc, pendant la pandémie, alors la pandémie est arrivée, on va dire, début vraiment les frontières commençaient et également on a eu ce qu'on appelle le couvre-feu, je pense comme dans beaucoup de pays en Afrique. Et ce couvre-feu a apporté, on va dire, une sorte de conversation intense sur les réseaux sociaux, mais pas que, parce que à travers, pendant ce couvre-feu, nous avons vu tous une image qui circulait sur Internet où une jeune femme sautait d'un étage. Donc, on ne savait pas pourquoi elle sautait d'un étage, mais elle devait être au premier étage, mais elle sautait de cet étage. Et cette image a circulé dans tous les réseaux, sur tout Facebook, sur Twitter, et on s'est rendu compte qu'en fait, cette jeune femme, on entendait des gens crier autour de cette jeune femme que de toute manière, elle se fait toujours battre par son mari, ça lui apprendra. Il y en a qui demandaient à la secourir, il y en a qui l'insultaient, il y en a qui disaient c'était bien fait pour elle. Donc, c'était un peu confus. Donc, ça a touché énormément de monde, ça a touché beaucoup d'associations activistes pour les droits de femmes. C'était une vidéo où cette jeune femme, quand elle a sauté, on a essayé de la secourir.
On a essayé de l'emmener à la police pour qu'elle reporte ce qui s'est passé, mais elle a refusé de le faire. Il y a des associations qui ont poussé, qui ont essayé de la suivre dans le processus, mais elle a refusé de le faire. Mais derrière, ce qui s'est passé sur les réseaux, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes hommes qui ont commencé justement à défendre ce qui se passait dans un sens où défendre que cette jeune femme n'avait pas le droit de se faire traiter de la sorte. Cette jeune femme méritait la vie et cette jeune femme ne devrait pas avoir à rentrer chez elle et qu'il fallait la protéger. Ce qui se passe chez nous, c'est que aujourd'hui, les femmes, quand elles sont frappées, quand elles sont battues, il y a beaucoup de personnes qui ont cette culture un peu de la violence et culture du viol et qui défendent limite l'indéfendable, c'est-à-dire qui défendent la personne en fait qui a agressé, qui a attaqué. Cette femme a expliqué qu'il ne s'était rien passé, mais les voisins disaient qu'il se passe toujours quelque chose dans ce foyer-là et que cette femme se fait battre. Mais elle avait refusé de porter plainte, elle avait refusé d'aller jusqu'au bout. Et il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont pris en fait Twitter et les réseaux sociaux et Facebook donc en main pour parler du fait que la culture du viol existe chez nous et que ça ne devrait pas encore arriver une autre fois. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle se fait battre à la maison, quand elle se fait agresser sexuellement, violer, devrait avoir la liberté d'en parler et la liberté de porter plainte sans avoir peur en fait d'avoir des représailles de sa famille. Donc pour nous, la pandémie, ça a vraiment apporté en fait une sorte d'élan de conversation sur la culture du viol, d'un débat qui s'est créé à travers les réseaux sociaux, à travers différents groupes Facebook, qui soient Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal, des groupes en fait qui se créaient pour parler vraiment de tout ça. Et puis est venu un peu, on va dire vers la fin, je dirais pas qu'il y a la fin de la pandémie, mais vers l'ouverture on va dire du couvre-feu. On a eu d'autres vidéos qui étaient passées également sur des filles qui se sont faites violer et où des jeunes garçons encore ont ouvert cette conversation. Donc, il y en a un qui est très connu d'ailleurs sur Twitter, c'est un Ivoirien qui s'appelle Jojo. Jojo a eu à parler pendant que une féministe ivoirienne avait lancé le hashtag je suis être une femme africaine, si quelqu'un peut me corriger, je ne me souviens plus du nom du hashtag, mais être une femme africaine, c'est quoi? Donc, en fait, toutes ces initiatives, c'était Bintou Mariam, si je me souviens bien, toutes ces initiatives ont fait qu'il y a eu cette conversation sur la culture du viol qui a été activée. Alors, cette conversation existait déjà, mais c'est comme si il y a certains hommes se sont dit que ce n'est pas normal que les filles aient la parole elles-mêmes, que nous aussi on devrait prendre la parole. Et du coup, c'est des initiatives vraiment à suivre et surtout le fait que des jeunes garçons s'activent dans cette conversation, c'est très important. Nous, à côté, au niveau de l'association Stop au Chat Noir, on encourage vraiment les jeunes à pouvoir prendre part à ces discussions. C'est Je suis Mamacita. OK. Où je suis une jeune femme africaine. On encourage vraiment les jeunes garçons à prendre part aussi à ces discussions parce qu'il est important aujourd'hui de parler de ces sujets, mais il est important également de comprendre comment les hommes, mais aussi comment les femmes, ce que les femmes pensent de ces sujets pour pouvoir sensibiliser plus. Parce que pour quelqu'un, si c'est normal de frapper une femme, c'est possible de changer la narrative en lui expliquant pourquoi. Alors, certains devraient dire, en 2020, on n'a plus le temps d'expliquer pourquoi, mais si, justement, parce que tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'est pas éduqué de la même manière et on n'a pas tous grandi de la même manière. On va dire, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille où c'était normal de voir quelqu'un, de voir quelqu'un se faire taper limite. Si on faisait une bêtise, c'est pas grave de se faire taper. Mais d'autres n'ont pas grandi de cette manière.
Peut-être que pour moi, c'est normal, mais pour moi, ce n'est plus normal. Et je n'ai pas envie d'être aujourd'hui une mère qui éduque un enfant avec le fouet ou comme j'ai grandi. On est en 2020, mais il est temps aussi d'éduquer les personnes qui ne comprennent pas. Et ce n'est pas une question de « c'est comme ça chez nous », c'est une question de respect des droits des enfants, des droits de l'homme et des droits de la femme. Je ne sais pas si j'ai un peu tout dit. Je pense qu'après, il y aura quelques questions ou Nati, si tu veux continuer. Merci. Non, on n'aura pas nos fameux débats, toi et moi, sur le féminisme aujourd'hui ou sur le droit des femmes. Oui, mais merci Benet. C'est vraiment très stratégique aujourd'hui ton plaidoyer sur la place des jeunesses et surtout sur la place de la jeunesse et surtout sur le rôle des hommes, vraiment, sur quel rôle les hommes aujourd'hui devraient jouer sur la question des droits des femmes. Parce que c'est une question sociétale. Il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc, il faut que chacun soit sur la même longueur d'onde. Vraiment, merci pour ton argumentaire. Donc, pour les participants, vous avez deux choix. Hein. Donc, vous avez l'onglet Converser sur le Zoom où vous pourrez partager vos questions, ou vous avez l'onglet questions et réponses, en fait, l'avant-dernier onglet où vous pouvez également aussi partager vos questions et vos contributions. Donc, on aura une session de questions-réponses de 15 minutes après la deuxième partie. Donc, vous pouvez également prendre la parole si vous le désirez. Donc, encore merci, Benet, pour ton argumentaire sur l'activisme des femmes, mais surtout sur l'implication de la jeunesse et surtout des hommes dans l'advocacy, dans le plaidoyer sur la question des droits des femmes. Donc, je vais donner la parole à Boubou du Mali, qui va aller sur l'angle de l'engagement citoyen et aussi de l'entrepreneuriat social à travers les initiatives sociales que les gens ont eu à mener durant la crise et durant la pandémie de la COVID-19. Donc, Boubou, le micro est à toi. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité, Nati. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir partager. Excusez-moi. C'est bon, vous m'entendez? Ok, c'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, on t'entend, Boubou. Ok, super, désolé. Donc, pour partager avec vous les initiatives prises par les jeunes Maliens ici. Donc, nous avons, durant cette pandémie, nous avons eu la chance de travailler, les jeunes Maliens ont travaillé sur beaucoup de solutions, en fait, pour faire contrer COVID-19 ici. Donc, à travers Donilab, un incubateur de la place, et Donifab, qui est un laboratoire d'innovation. Donc, il y a eu pas mal de solutions qui ont été développées pour contrer COVID. Parmi ces solutions, il y a des dispositifs intelligents de lavage de mains. Donc, c'est un dispositif qui est développé par des jeunes développeurs pour permettre de laver convenablement et éliminer les germes. Donc, en espace de 20-30 secondes. Donc, nous avons aussi le portique de pulvérisation. Donc, ça, c'est plus en fait pour les bureaux, les espaces, les maisons. Donc, ce portique se place dans les maisons ou les bâtiments. Il détecte toute présence humaine et pulvérise automatiquement. Donc, c'est une solution à base de l'eau et de javel lié à l'individu entrant. Donc, nous avons aussi les respirateurs artificiels. Donc, ces respirateurs permettent la ventilation des poumons de façon artificielle et il répond aux besoins des patients en détresse respiratoire. Donc, ça, à bas coût, a été validé par des spécialistes qui sont dans le domaine. Donc, toutes ces solutions ont été développées par des jeunes Maliens, qui sont des génies en fait, dans ce domaine. Donc, nous avons aussi les robots pulvérisateurs aussi. Donc, ces robots, lors d'opérations de désinfection des lieux publics, les agents chargés de pulvériser sont exposés à des virus ou des produits désinfectants. Donc, la réalité est qu'ils n'ont pas toujours des combinaisons ou sont insuffisants. Donc, les robots remplacent l'être humain sur la zone à désinfecter. Donc, c'est hyper important. Donc, nous avons aussi les Chabot COVID 2019
qui diffuse en fait à ses membres connectés des informations essentielles sur la pandémie parce que c'est hyper important. Les gens sont en manque d'informations des fois, donc le fait de partager en fait ces informations permet surtout à la population au début qui ne croyait pas à cette pandémie de pouvoir croire et dire que ça existerait réellement. Donc nous avons aussi l'application Zemblin. Donc, c'est une application mobile qui fonctionne sans connexion Internet offline, connaissant bien un peu l'état de la connexion Internet au Mali et tout. Donc, qui est en langue nationale aussi, Bamanankan, parce que la plupart de la population ne parle pas français. Donc, l'application explique de long en large donc, comment est-ce qu'on doit se prévenir de cette virus, donc les mesures barrières, tout, et montrer aussi que c'est vraiment réel. Donc, nous avons toute cette panoplie de solutions qui a été développée par des jeunes maliens pour montrer en fait que la crise, c'est vrai que c'est une pandémie, mais c'est aussi une opportunité, en fait, une opportunité. Donc, il ne faut pas seulement voir, en fait de cette pandémie que ce soit juste un problème, mais qu'on voit aussi que c'est aussi une opportunité pour les jeunes de pouvoir développer des solutions qui puissent aussi répondre à un besoin. Voilà, un besoin de la société aussi, en faire aussi un business. Donc ça, c'est entre autres des solutions et aussi la dernière des solutions qui a été développée par une des organisations appelées à Comptabilité Lab, qui visait en fait à aider à lever des fonds, en même temps aussi pour contrer Covid et aussi suivre en temps réel tous les fonds levés, en fait, les fonds levés par le gouvernement, que les citoyens lambda qui ont contribué, les organisations internationales, que les gens puissent suivre ça en direct. Donc, à chaque fois qu'il y a un dépôt, donc suivre ça en direct. Donc, ça, ce sont les différentes solutions qui ont été proposées par les jeunes Maliens, donc qui ont vraiment permis qu'il y ait un impact surtout pour envie de pouvoir réduire les cas de Covid au Mali. Donc, nous avons eu jusqu'à 2972 cas guéris, donc 89 décès et 3980 cas positifs. Donc, à travers ces solutions, les jeunes ont vraiment, ça a eu un impact vraiment positif. Et aujourd'hui, c'est vraiment visible parce que ça nous a... C'est bon? Oui, c'est bon, Boubou, on t'entend, hein? Allô? Allô, ouais. Ah, ok, vous m'entendez? Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes, c'est toujours sur les 5. Ok, bon, merci. Hein. Donc, on a tout capté. Donc, je pense que toi, peut-être, tu as dû lire, en fait, tu as dû avoir accès, peut-être, de manière globale, on va dire, aux données de la cartographie. Parce que toutes les initiatives, en fait, que tu as mentionnées, ouais, les initiatives que tu as mentionnées, en fait, font partie à peu près, hein, quand on résume les données qu'on a vraiment, ce sont les genres d'initiatives qu'on a pu avoir sur les 10 pays qu'on a eu à couvrir durant la cartographie. On a eu beaucoup de robotique et de machines pour la question de laver les mains. Les gens ont vraiment utilisé la technologie, que ce soit les applications mobiles ou que ce soit les plateformes web aujourd'hui pour faire du monitoring. Déjà en termes de santé, pour faire du monitoring, mais également aussi pour faire de la gestion de la bonne gouvernance, en fait, pour faire vraiment un suivi et évaluation de là où les fonds qui ont été levés pour la riposte ont été mis. Donc vraiment, merci d'avoir ratissé large. Je sais que les 5 minutes sont vraiment courtes pour parler des initiatives, mais j'aimerais bien qu'on garde beaucoup de temps sur la deuxième question, quoi, parce que je pense que c'est la question qui est la plus stratégique. Parce qu'en termes d'initiative, chacun d'entre nous a vraiment vu ce qui se fait dans son pays, ce qui se fait dans le continent. Et donc, on va donner la parole à Jout pour qu'elle nous sorte le volet entrepreneuriat. Et ensuite, on pourra vraiment rentrer dans le cœur du sujet en posant la question stratégique, quoi. Donc, Jout, le micro est à toi. Hein. Merci. Alors, s'il faille donner une opinion globale de la gestion de la pandémie du Covid-19 par les secteurs de l'éducation et de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir pour le continent qui est le continent de l'avenir, l'Afrique. Et quand on regarde de plus près, par exemple, sur le point de l'éducation, les jeunes ont littéralement éduqué toutes les couches de leur communauté.
Quand je dis toutes les couches de leur communauté, je parle des jeunes enfants, je parle des lycéens, je parle des personnes âgées. Et il ne faut pas oublier que le taux d'alphabétisation au Niger est en dessous de 20%. Donc, c'est très difficile de communiquer avec une communauté, une société qui n'est pas instruite en majorité. Donc, il y a eu des campagnes de sensibilisation, par exemple, sur le lavage des mains. Ça avait l'air simple, ça avait l'air facile, mais il fallait apprendre à comment bien se laver les mains et comment bien se tenir après s'être lavé les mains et à quelle échéance il fallait le faire. Donc, ça avait l'air facile, mais c'était quand même quelque chose à apprendre aux gens. Il y avait aussi des explications sur l'utilisation des masques, l'explication sur les risques de contagion, les symptômes, les manifestations de la maladie. Les jeunes ont aussi dénoncé les fake news et celle qui attire le plus mon attention, l'exemple le plus palpable que je peux donner, c'était quand les scientifiques à travers le monde ont commencé à parler de l'efficacité de la chloroquine. Alors, ça a commencé à exploser sur WhatsApp. Les commerçants et même certains pharmaciens, c'est scandaleux, ont commencé à vendre de la chloroquine sans que ce soit confirmé que ça y est, c'est le remède et sans que ce ne soit conseillé par les médecins. Donc vraiment, c'était un gros scandale et heureusement que des jeunes s'y ont pris assez tôt pour dire attention, c'est pour le moment une sorte de fake news. On n'a pas dit que la chloroquine allait guérir ou vous protéger du Covid-19. Donc, c'était une action qui était louable. On peut ici citer l'Association des jeunes filles nigériennes pour la santé de la reproduction, qui ont procédé à des campagnes de sensibilisation. Il y a les scouts du Niger, il y a la Jeune Chambre internationale, il y a le jeune docteur Rachid qui s'est particulièrement distingué en tant que médecin pendant la pandémie. Et il y a aussi l'Association nigérienne des jeunes filles leaders, dont je mentor 2 jeunes membres, et qui ont vraiment boosté, si vous voulez, la sensibilisation concernant cette pandémie. Donc, sur le plan entrepreneurial, je viens de finir avec le plan éducatif plutôt, les jeunes ont retourné la question de crise en nombreuses opportunités, comme l'a si bien souligné Boubou Sango. Certaines entreprises ou associations de jeunes ont appris à fabriquer des gels, à concevoir des masques, à créer des dispositifs de lavage automatique des mains au profit de la population. Donc ici, on peut donner l'exemple de l'association Nigérielle qui a été d'une créativité et d'un civisme que j'applaudis. Vraiment formidable. Nigérielle est une association de jeunes femmes qui accompagne les femmes entrepreneurs et les jeunes femmes porteuses de projets. Donc ces femmes de Nigérielle ont non seulement appris à concevoir, à créer des gels, mais dans le souci de garder la distanciation qui était prescrite, et de faire attention aux contaminations et de respecter les gestes barrières, Nigériel s'est proposé gratuitement de livrer ces gels pour limiter les risques. Mais j'ai envie de dire, waouh, vraiment, ce sont des initiatives qui me donnent espoir pour mon pays et surtout pour le continent. Donc, évidemment, il ne peut pas y avoir que du positif dans cette gestion, qu'elle soit une gestion de crise ou une gestion quelconque. À l'inverse, il y a eu des obstacles challengeants comme le refus catégorique d'une bonne partie de la population à accepter la situation. Et oui, beaucoup reniaient catégoriquement l'existence du virus. Il y en avait qui disaient, c'est rien, ce n'est qu'un rhume, ça n'existe pas, c'est une maladie des Blancs, ça existe en Europe, c'est quelque chose qui est en Occident. Il y avait un gros challenge. Il y a aussi le refus du respect du couvre-feu. Il y en a qui sortaient, qui comme on dit, ils s'exposaient, ils refusaient de respecter le couvre-feu. Ensuite, il y avait les mauvaises manipulations du masque. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a donné froid dans le dos. C'était un vendeur ambulant qui avait un paquet de masques et qui le sortait, comme s'il faisait une publicité des masques. Je vous vends des masques, je vous vends des masques. Il le prend dans le paquet, il les remet. C'est bête, hein, parce que quand on voit le geste, nous, les personnes instruites, on voit quelqu'un qui prend un masque d'un paquet, qui prend un jet, qui le ramène, qui le met. Il y a une alarme qui sonne, mais tu as des microbes sur les mains, tu les mets, tu les remets. Ces gestes, ils ne sont plus stériles, ils ne servent à rien du tout. Donc, j'en passe tous les exemples de choses futiles qui ont fait en sorte que la gestion de cette crise n'ait pas été facile. Donc, pour conclure vraiment sur la gestion de cette pandémie par la jeunesse africaine, quand je regarde par exemple le taux d'alphabétisation en Afrique de l'Ouest et surtout au Niger en particulier, moi je dis ouf, je dis vraiment ouf. Heureusement que l'Afrique n'a pas été fortement touchée par cette pandémie parce qu'on a beau avoir une jeunesse dynamique, brillante, avec la majorité de nos peuples qui est non instruite, on n'aurait pas pu se remettre d'une telle crise. Il faut dire la vérité telle qu'elle est et y faire face.
Donc, plus haut, je parlais de l'Association des jeunes filles nigériennes pour la santé de la reproduction, de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, de l'association nigérienne. Là, en fait, mes yeux, elles brillent. Parce que quand je regarde de plus près, qu'est-ce que je remarque quand je cite? Les femmes, les femmes, les femmes. Et oui, les femmes. Le monde irait mieux si toutes les personnes qui géraient les crises étaient des femmes. Je sais que Bénédicte est en train de sauter de joie devant son ordinateur. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a prouvé que les pays qui ont le mieux surmonté la crise du Covid, les pays qui ont le mieux fait face à cette crise étaient dirigés par des femmes. Donc vraiment, we run the world. Enfin, surtout les jeunes femmes ont un grand rôle à jouer pour le développement du continent, mais beaucoup plus dans le secteur de l'éducation. Il faut relever le taux d'alphabétisation, sinon on n'irait nulle part, ni avec l'entrepreneuriat, ni avec le civisme, ni avec le patriotisme. On n'irait pas loin tant que le taux d'alphabétisation sera médiocre en Afrique. Et je finirai avec cette citation de Nelson Mandela qui dit « Education is the most powerful weapon that we can use to change the world. » Sans éducation, on n'ira nulle part, peu importe nos richesses et notre motivation. Ok, merci Jules. Toi, je vais t'inviter au fameux débat sur le féminisme et le rôle des femmes, hein, parce que Béné et moi, c'est très tendu des fois. Donc, la prochaine fois, je vais t'inviter, Inch'Allah. Elle va avoir du renfort, là. Donc, vraiment merci d'avoir emphasisé, d'avoir mis en valeur ce qui a été fait au Niger, surtout par les femmes et par d'autres organisations. Donc, sans plus tarder, hein, je pense que vraiment la première partie, c'était de montrer déjà ce que la jeunesse a fait dans les 3 pays. Donc, Bénin, bon, elle est congolaise, mais elle vit en Côte d'Ivoire, Boubou au Mali et Jude au Niger et en France. Comment je veux dire, ça regroupe à peu près les 107 initiatives qu'on a eu à mapper durant la cartographie, en fait. Donc, vous avez vraiment effleuré et vous avez vraiment parlé des différents types d'initiatives qui ont été mises en place. L'adaptation aussi par rapport à la langue locale aujourd'hui dans la sensibilisation, la question de littératie également. Mais donc, sans vraiment sans plus de temps tarder, j'ai vraiment un problème avec l'anglais et le français dans ma tête. Donc, on va vraiment aller sur la deuxième partie, je pense qu'il est la partie la plus importante. Donc, j'avais dit 3 minutes pour mes guests. Là, on me met la pression sur le chat. Donc, je vais vous donner 5 minutes. Et donc, comme je vous avais dit durant le briefing, hein, jeu de Béné et Boubou, donc, on a une baguette magique aujourd'hui. Hein. Donc, moi, j'ai une baguette magique et je vais la donner à chacun d'entre vous. Et donc, la question, elle est très simple, quoi. Donc, je vous donne la baguette magique. Donc, vous avez la possibilité d'apporter un changement en Afrique. Et donc, pour vous, hein, quelle serait la place et le rôle de la jeunesse aujourd'hui pour le futur et le présent de l'Afrique, quoi. Donc, vous avez la baguette magique. On vous dit de régler cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, Bénédicte, je sais que ça ne va pas être évident. Hein, tu vas être la cobaye. Donc, tu vas expérimenter la baguette magique. Donc, on saura aujourd'hui. Et après, maintenant, on ouvrira le micro pour les participants pour qu'ils puissent poser des questions et faire des contributions. Alors, il y a quelque chose de très intéressant quand tu m'as contacté, Nati, c'est que tu n'arrivais pas vraiment à trouver beaucoup d'initiatives en Côte d'Ivoire. Et je dirais qu'aujourd'hui, ces initiatives existent, c'est juste qu'elles ne sont pas documentées. Pas assez d'informations. Je veux dire, quand il s'agit de recherches faites au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui concernent les droits des femmes, c'est comme si, justement, ces droits, en fait, ne sont pas vraiment mis en avant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que personne n'en parle, mais c'est parce qu'on ne veut pas les mettre en avant. Et je pense que ces initiatives commencent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, et c'est ce que les jeunes ont décidé de faire. Beaucoup de jeunes filles ont décidé de le faire. Il y a, par exemple, l'association ALFEC, l'association des jeunes juristes de Côte d'Ivoire, il y a la Ligue, il y a des activistes de manière, on va dire, solo, qui ont décidé eux-mêmes d'utiliser cette baguette magique et de mettre vraiment la Côte d'Ivoire en avant et de faire en sorte que beaucoup plus d'informations et de data soient remontées.
parce que ce qui nous a vraiment affecté pendant la pandémie, personne n'en a parlé. On a parlé, oui, des femmes qui ont été affectées au niveau des travailleuses du sexe. Il y a eu un article sur Le Monde sur ça. Il n'y a pas eu d'article concernant les femmes atteintes du VIH qui ont, elles, arrêté d'avoir des traitements parce que, en fait, les services sanitaires étaient beaucoup trop occupés donc, au niveau de la Covid. Il n'y a pas eu d'article qui parlait des initiatives où des femmes carrément, on va dire, sillonner des quartiers d'Abidjan pour essayer de référencer ou en tout cas d'aider des femmes qui étaient coincées chez elles parce qu'elles avaient des maris abusifs, des parents abusifs. Donc là, je parle de l'association, l'ONG SOS Violence Sexuelle qui est basée à Yopougon en Côte d'Ivoire. Donc toutes ces initiatives-là existent. Donc cette baguette magique qu'il faudrait avoir, elles sont déjà là en fait. C'est juste en parler et plus on en parle, plus les gouvernements essaieront de faire bouger les choses. Parce que pour être honnête, aujourd'hui, on est toujours considéré, on ne prend toujours pas au sérieux. C'est-à-dire que oui, on va vous aider. Et là, je ne parle pas que au nom de mon association. Là, je pense que beaucoup d'autres associations sur la Côte d'Ivoire vont en fait relate que en fait on ne prend pas assez au sérieux au niveau de faire bouger les policiers, donc les lois. Et c'est ça dont on a besoin, c'est de faire bouger les lois. Et beaucoup plus de jeunes iront vers le front et montreront qu'ils sont engagés pour les droits des femmes, pour les droits des enfants. Les politiques bougeront beaucoup plus. Mais est-ce que c'est notre moment? C'est la question. Je pense que cette révolution recommence maintenant, et je sors dubitative du fait que les choses bougent pour de vrai, vraiment. En tout cas, il faudra beaucoup de courage à nos ministres, en tout cas, de faire bouger les choses, parce que je sais que c'est toujours un peu des sujets qu'on veut toucher de manière très simple. On va toucher une surface, mais sans vraiment aller de l'avant. Donc, on le fait à notre manière, sur le terrain, en tant que société civile. Bravo, merci Benin. Donc, je te dis, hein, bon, en fait, toi et moi, on a même suivi le training Data Decision Making Process. Donc, je t'explique le pourquoi on a fait le projet. En fait, c'est que, comme tu dis, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de documentation en Afrique et surtout un problème pour collecter les données. Parce qu'aujourd'hui, si on veut mettre en place des projets de transformation et des projets de changement, c'est un peu difficile pour nous, en fait, d'avoir des données qui nous permettront, en fait, de mettre en place des politiques de développement sur un court et à long terme. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis en place ce projet. Et le deuxième point, c'est comme tu dis, hein, je pense que ça, c'est une matrice que tout le monde connaît, quoi. Advocacy, faire des plaidoyers, après, c'est les policies, quoi. Une fois qu'on a fait les advocacy, c'est que pour pouvoir aujourd'hui changer des policies, et en fait, on ira aujourd'hui sur le sustainability, donc la pérennité, et après, comment on dit, la comptabilité, quoi, la redevabilité. Donc, vraiment, ça, c'est bon. Pour nous, hein, les acteurs du changement, c'est la matrice qu'on utilise, quoi. Plaidoyer, changement de policy, pérennité, viabilité, et ensuite redevabilité, quoi. Donc, vraiment, merci pour la baguette magique, hein. Donc, je vais donner la parole à Boubou. Boubou, maintenant, la baguette, elle est à toi. Donc, pour toi, aujourd'hui, quelle serait la place de la jeunesse vraiment dans le développement, quoi? D'accord, merci beaucoup. Alors, nous, cette baguette magique, il y a moins de 2 ans maintenant qu'on a commencé en fait, à travailler sur cette baguette magique, surtout pour permettre à améliorer d'abord l'écosystème entrepreneurial ici au Mali. Donc, on se dit parce qu'il y a beaucoup de challenges et de difficultés que les jeunes rencontrent quand ils veulent entreprendre. Donc, on se dit comment surtout faire des plaidoyers auprès de l'État. Donc, mais comment faire ce plaidoyer? Donc, on a d'abord commencé avec l'association Mali Startup qui réunit l'ensemble des jeunes entrepreneurs au Mali ici pour voir en fait comment est-ce qu'on peut se faire écouter. Donc, en proposant en fait des solutions, des propositions en fait qui vont permettre d'améliorer l'écosystème entrepreneurial. Donc, tout d'abord, on se dit c'est très difficile aujourd'hui, comme quand tu te lances, tu es un jeune entrepreneur, d'abord côté documentation, avoir suffisamment d'informations quand tu fais une étude de marché. Secondo,
quand tu veux avoir un espace, infrastructure de qualité, aussi bénéficier en fait des allègements fiscaux quand tu es un jeune entrepreneur, tu te lances, donc les impôts et tout. Donc, comment d'améliorer tout ça, de permettre de faire des propositions à l'État pour que l'État puisse vraiment nous aider. Donc, on a eu à travailler sur ce document pendant bientôt 2 ans. Donc, on est sorti, qui est même passé à l'Assemblée. Donc, pour permettre vraiment, en fait, c'est qu'il y ait un cadre qui est vraiment valable, qui va permettre vraiment d'aider les jeunes entrepreneurs. Donc, entre autres, les sorties qui sont sorties en fait dans ces plaidoyers qu'on a eu à faire, on va permettre de mettre en place des infrastructures de qualité comme la station F en France ou Silicon Valley aux États-Unis. C'est aussi l'État à utiliser les solutions en fait, que les jeunes entrepreneurs vont proposent. Par exemple, on a vu les cas de Covid, des solutions en fait, que les jeunes vont proposer et faire en sorte que l'État puisse utiliser ces solutions-là ou ces services-là. Par exemple, comme le cas de Faso Damphani au Burkina, on voit que l'État, les ministres, les présidents qui portent tout le temps les Faso Damphani qui valorisent. Donc, comment faire en sorte que les tissus, les textiles maliens, les fashion, tout ce que les jeunes entrepreneurs qui sont dans les domaines de la mode, tout, et aussi de l'agroalimentaire, qu'en fait l'État puisse vraiment apporter, aider, pousser ces jeunes-là en appuyant en fait ces solutions-là. Donc pour que, parce que c'est en fait l'État d'abord, par exemple quand on regarde dans le domaine du textile ou la fashion, c'est par exemple si le président il porte si le président en fait se met à porter, donc c'est lui le premier mannequin en fait, donc ça va inciter d'autres personnes, les ministres, les cadres et tout le monde en fait à faire ça. Donc on s'est dit en fait comment permettre de développer. Donc à travers ce document qui est sorti récemment, qu'on a déposé en fait à l'Assemblée, donc il y a eu des amendements. Donc on s'est dit aussi comment est-ce que l'État peut aussi mettre en place un fonds, pas un fonds d'investissement, mais un fonds de soutien. Parce que quand tu te lances, c'est très difficile. Donc, tu te dis, est-ce que, voilà, c'est très difficile parce que les banques ne te font pas confiance pour te prêter de l'argent. Donc, quand même, il y a un fonds qui va t'aider, en fait, à te lancer, à te développer de ces solutions-là. Donc, ce sont ces solutions-là qu'on est en train de proposer. Donc, c'est surtout cette baguette magique qu'on souhaiterait voir ici, en fait, de permettre de développer l'Afrique, de développer en fait le Mali. Donc, c'est surtout ça. Merci, merci Boubou, c'est très clair. J'aime bien la partie parce que j'avais eu cette discussion avec un ami là, où je lui expliquais qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, en fait, c'est aux startups locales qui doivent en fait accompagner soit le privé et le public en proposant des solutions. J'ai bien aimé le fait que tu aies vraiment mentionné et valorisé cette partie-là, en fait, parce que c'est aujourd'hui, en termes d'économie numérique, c'est vraiment comment renforcer aujourd'hui les startups de jeunes pour qu'ils puissent mettre en place des solutions innovantes qui vont accompagner la transformation digitale, soit du privé et soit du secteur public. Donc vraiment, merci d'avoir emphasisé cette partie. Donc, oui. Je vais donner la parole. Je vais donner la parole à... Vas-y. Donc, je voudrais juste ajouter une solution. On a eu des solutions en ligne par des jeunes maliens que les gouvernements pour faire les autres de... Allô? Ouais, Jude. Bon, tu peux prendre la parole en attendant que Boubou soit de retour. Tu es en mute, hein, Boubou, Jude. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Boubou, hein? Ok. Boubou, est-ce que tu as fini? Non? C'est bon. Donc, je voulais juste... Ouais, on t'entend, ouais. Donc, avec ça, il y a un dernier, c'est surtout en fait
permettre de faire aussi un autre plaidoyer quand même avant que les jeunes connaissent même dans les scolaires, universitaires, et quand même de formation en engagement, bien préparer les jeunes, comme on les voit aux États-Unis. C'est quelque chose qui m'a beaucoup tiqué quand je l'ai vu. Des élèves ont permettre que les minds, les sens, ou aussi d'être du service inclus dans les programmes. Tout ça permet vraiment de développer les Merci Boubou, il n'y a pas de souci, je pense qu'il y a des soucis de connexion un peu. Vas-y Jude, tu peux y aller, comme ça après on donne un peu la parole au public. D'accord. Pour jeter un coup d'œil et essayer d'avoir une vision de l'avenir de l'Afrique et surtout comment les jeunes peuvent jouer leur rôle dans le développement de ce continent, moi je dis qu'il faut, surtout je parle pour mon pays là, je pense qu'il faut regarder maintenant la situation actuelle du pays. Nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles et je vais donc attaquer le domaine politique. Je me dis que tant qu'il n'y a pas un nouveau président, à l'image du deuxième président de la République du Niger, le président Seyni Kounché, et je pense qu'il y aura encore, comment ça s'appelle, cette désolation d'avancer de 10 pas et de reculer de 20. Donc, on a l'impression qu'au Niger, le pays se développe, les infrastructures se font construire, on voit l'amélioration en termes de matériel, mais maintenant, sur la question du concret, du développement, de la réussite, de la rehaussée des taux et des chiffres, on ne voit pas grand-chose en fait. Et je vais toujours me plaindre du côté éducatif. Vraiment, le taux d'alphabétisation au Niger, il est en deçà de 20%. C'est un taux qui est vraiment, je n'ai pas envie de dire médiocre, mais c'est la vérité, c'est un taux qui est médiocre. Et tant que le nouveau président n'aura pas dans son plan, dans son programme, une attaque vraiment, comment dire, une attaque violente de l'amélioration des conditions d'enseignement, de l'amélioration du système éducatif, je me dis que l'avenir, on n'ira pas loin. On a beau avoir des entrepreneurs, des travailleurs sociaux, des associations, et tout ce que vous voulez, même des volontaires, tant que la population, dans 50 ans, dans 80 ans, elle aura toujours un taux d'alphabétisation inférieur à 50%, je le dis et je le répète comme je l'ai dit dans la première partie de ce webinaire, on n'ira pas loin. Donc, si vraiment, toi, Célina, tu me donnes une baguette magique et tu me dis, fais un vœu, moi, mon vœu, c'est que le président qui va venir là en 2021, qu'il soit d'une certaine façon dictateur. Donc, attention, il ne faut pas que les gens soient scandalisés. Je parle de la dictature positive. Donc, à l'exemple du président Seyni Kounché, lui, par exemple, aux heures de service, il pouvait prendre sa voiture. Un président de la République, il prend sa voiture, il va au centre-ville, il choisit un ministère ou un service administratif public et il fait une visite surprise pour voir quel agent est à son poste et qui fait son travail. Je suis désolée, on est encore à ce niveau de problème au Niger. À 10 heures, vous allez trouver un fonctionnaire de l'État qui est en face du ministère en train de manger de la viande grillée dans la rue. C'est scandaleux. Moi, je dis qu'il nous faut un dictateur. Je dis qu'il nous faut un dictateur. Je ne dis pas d'un dictateur. Bah oui, Bénédicte, je t'entends éclater de rire. Il nous faut un dictateur. Il nous faut un président qui impose le respect des lois, qui instaure la rigueur et qui exige le travail bien fait. Donc, le plan éducatif, l'éducation, tant que le nouveau programme du prochain président de la République ne mettra pas en priorité l'éducation, tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de dire, toutes les initiatives qu'on vient de citer, en tout cas au Niger, n'apporteront pas, si vous voulez, un grand résultat. Donc, le deuxième point que je souhaitais souligner, c'était l'entrepreneuriat. Le taux d'entrepreneuriat, il est à rehausser. L'UNHCR, ou je ne sais plus si c'était l'UNICEF, ils ont mis en place avec des jeunes entrepreneurs une plateforme, c'était une application
pendant la crise du Covid-19 qui permettait de se connecter et de dénoncer. Par exemple, lorsqu'on a vu quelqu'un qui présentait tous les symptômes et qui se cache parce que pour lui, il a peur, parce que pour lui, le Covid, c'est grave, il y avait cette dénonciation silencieuse. Et je pense que quelque part, il y avait soit une rémunération, soit un encouragement qu'on donnait à une personne qui s'autoproclamait comment dire, porteuse du virus ou qui s'autoproclamait présenter tous les symptômes du coronavirus, ou soit lorsque vous dénoncez ou vous faites appel aux autorités ou au SAMU pour dénoncer quelqu'un dans l'entourage qui présente tous les symptômes et qui se cachait. Donc ça, c'était un encouragement à quelqu'un qui travaille dans le domaine digital et qui s'est décidé à créer une application pendant une situation de crise. Donc, ça prouve que l'entrepreneuriat peut attaquer plusieurs domaines, que ce soit le domaine éducatif, que ce soit en gestion de crise, que ce soit juste sur le plan commercial pour rehausser l'économie ou pour se faire un portefeuille, je n'ai pas envie de dire de milliardaires en Afrique, mais je pense que ça peut réussir. Et enfin, pour clore comment ça s'appelle, cette partie de baguette magique, j'ai envie de parler de la place de la femme au Niger. Moi, je pense qu'il y a des inégalités, je pense qu'il y a encore de la discrimination et je vais jusqu'à dire que je suis très en colère contre mon pays. Je suis extrêmement en colère. La femme n'a pas vraiment sa place. Le taux de ministres dans le gouvernement, le taux de ministres femmes dans le gouvernement n'est pas assez suffisant. À chaque fois, c'est un président et un premier ministre. Pourquoi pas? Je me dis qu'on n'est pas prêt à avoir une femme présidente. Il faut être réaliste. Pourquoi pas une femme en tant que premier ministre? Pourquoi pas une femme en tant que présidente de l'Assemblée nationale? Après tout, on gère mieux que les hommes. Après tout, on sait mieux faire face aux challenges que les hommes. On sait mieux redresser les problèmes que les hommes. Alors, pourquoi pas accorder une meilleure place à la femme? Moi, je suis en train d'écrire mon premier roman en ce moment qui s'intitule « Tais-toi, tu es une fille » et il va y avoir beaucoup de colère dans ce livre. Il va y avoir beaucoup de dénonciations, il va y avoir du feu. Et j'espère que toutes les jeunes filles de 18 à 40 ans ou toutes les femmes de 18 à 40 ans vont lire ce livre. Parce que ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui ne va pas et de savoir sur quel plan, dans quel domaine les jeunes filles, les jeunes femmes peuvent se lever et dire non, je refuse de subir. Non, ça ne fait pas partie de la Constitution. Non, mon islam ne m'impose pas ceci. Non, mon islam ne m'interdit pas ceci alors que la société essaie de me l'interdire. Donc, la place de la femme, l'éducation et enfin la politique. Ces trois domaines-là, tant qu'on les développera, je pense que le pays ira mieux, l'Afrique de l'Ouest ira mieux et l'Afrique globalement ira mieux. Bon, merci Jules, hein. Toi, il faut que tu fasses de la politique hein, une fois que tu auras fini tes séjours en France. Tu vois, bon, moi, je t'inviterai au Sénégal où certaines questions aujourd'hui sont à peu près réglées, surtout sur la question de la parité dans le Parlement. Par exemple, au Sénégal, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Bon, on a eu la chance d'avoir déjà eu 2 premiers ministres qui sont femmes. Et l'ancienne directrice du Conseil économique et social, c'était une femme, quoi. Donc, je t'inviterai bien au Sénégal, comme ça tu verrais un peu comment les gens progressent sur certaines questions. J'arrive, je vais faire mon booking là. donc merci les gars, vraiment. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit parce que vous avez vraiment tout dit. Vous avez parlé aujourd'hui de la place de la jeunesse sur la question des droits des femmes. Vous avez parlé aujourd'hui de comment on doit faire des plaidoyers aujourd'hui pour apporter un changement sur les politiques publiques. Vous avez parlé aujourd'hui de l'écosystème entrepreneurial, comment aujourd'hui les startups peuvent gagner en croissance en collaborant avec le privé et le pouvoir public pour pouvoir créer des emplois sur la question de l'insertion. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein? Donc, vraiment, encore merci. Donc, ce qui va se passer, hein, donc moi, tu sais, il y a tellement de choses dans ma tête. Donc, j'ai déjà oublié de mentionner que ce projet, on le fait en collaboration avec Oxfam. Et donc, j'ai vu sur la liste des participants, donc il y a Ima et Simon. Donc, je ne sais pas, Ima ou Simon, si vous m'entendez, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole juste 2 à 3 minutes. Et après, maintenant, on passe à la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez juste lever la main, hein, comme ça, je vous fais conférencier, le temps que vous puissiez prendre la parole. Ima ou Simon? Non, bon, je vais vous donner la parole directement. Je pense que c'est beaucoup plus facile, quoi. Je pense que Ima, il a levé la main. Ouais, parfait. OK, 2 secondes. Promouvoir panéliste.
Donc, Ima, c'est bon, hein? Je pense que tu es panéliste et donc tu peux prendre la parole. Hein? Tu es en mode mute par contre. Hein? Oui, c'est bon. Ouais. Oui. OK, donc merci beaucoup. Merci, merci de ce webinaire. Donc, je n'ai pas trop à dire. En fait, voilà, on est content au niveau d'Oxfam à être en partenariat avec l'AS Affectiviste. On s'est dit qu'on veut, voilà, on veut vous écouter, on veut être plus proche des jeunes et travailler avec vous. Et moi, je suis déjà un peu vieille, mais voilà, vous avez amené beaucoup d'énergie dans tout ce que vous avez expliqué. Et ça fait plaisir de vous entendre engagé. Donc, je ne vais pas trop, sincèrement, trop prendre la parole. C'est dit merci pour cette organisation. On est ensemble et on est là pour vous écouter et pour travailler avec vous. OK? Donc, ne laissez pas que nous, on prenne trop de place. Mais merci de m'avoir donné cet espace. Merci, Seydi. OK, de rien, Ima. Merci beaucoup. Donc, bon, il y a ma collègue Aïcha qui est là. Je ne sais pas si Aïcha ou Sorna, vous voulez prendre la parole. Sinon, bon, on passe aux questions. S'il n'y en a pas, donc on peut passer à la dernière phase, juste le dernier tour de table, parce qu'on a un peu dépassé sur le timing. Donc, Aïcha, je ne sais pas, si tu veux prendre la parole, tu lèves la main. Sorna, si tu veux prendre la parole, tu lèves la main. Dans le cas contraire, s'il y a d'autres participants qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main également. Comme ça, je vous fais conférencier. Et après, on clôture, quoi. OK. Aïcha, c'est bon, hein? Tu peux unmute ton micro, hein? Oui, bon, Covid oblige, il faut que j'enlève mon masque, c'est un peu compliqué. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde et merci aux panélistes. Ça a été une discussion très, très intéressante. J'ai beaucoup appris. Donc, merci aux partenaires Oxfam. En tout cas, j'espère que, comme nous le pensons, et nous l'espérons, que ce n'est que le début et qu'on aura on verra plus de collaboration entre les différents acteurs, c'est-à-dire public, privé et les citoyens, dans d'autres domaines que pendant une crise comme Covid, qui a arrêté tout. Tout était en stand-by. Donc, je pense que... En plus, c'est quelqu'un qui a fait ce coup, il a donné une chair. Allô? Oui, attends, Aïcha, 2 secondes. Aïcha, c'est bon, tu peux y aller, hein? Je pense que le gars... D'accord, donc je voulais juste dire qu'on est ravis de faire ce projet-là et que celui-ci, comme Nathalie l'a indiqué, c'est le premier d'autres webinaires qui vont venir. Et c'est un partenariat avec Oxfam, donc c'est pour les jeunes. Et c'est juste une façon de documenter et montrer les Africains qui documentent en fait ce qu'ils sont en train de faire. Et j'espère et je suis confiante que ce n'est que le début parce que cette documentation-là doit aller au-delà des choses ponctuelles, mais que ça soit dans la continuité plutôt. Donc, au nom d'Africtivist, je veux remercier tout le monde, surtout les panélistes et les participants. Donc, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci Aïcha, tu as un peu oublié de te présenter. Donc Aïcha est la programme coordinateur d'Africtivist, elle a un background en communication et en journalisme en gros. Donc vraiment encore merci. Donc bon, il y a des questions on va prendre les 2 questions. Ah oui, ok. Donc il y a Mohamed Djigo qui demande s'il y a eu des initiatives. Donc on a collecté 10 initiatives au niveau de la Mauritanie. Donc, on a eu 2 points focaux qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont aidés à collecter les données. Donc, on en a eu 10. Donc, on a collecté à peu près 107 initiatives dans les 10 pays. Donc, les 10 pays, j'ai un peu oublié de les mentionner, c'est le Sénégal, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, la RCA,
bon, peut-être le Nigeria. Bon, j'ai peut-être oublié un pays, donc voilà. Donc, mais juste ce qu'il faut savoir, donc déjà, on a la base de données des personnes qui se sont inscrites. Bon, je suis déjà un peu en train d'anticiper vers la fin. Donc, on a la base de données des personnes qui se sont inscrites. Donc, comme je vous l'ai dit, soit mi-décembre ou début janvier, donc on va mettre en place une plateforme en ligne qui va nous permettre de publier la cartographie là-bas. Mais on va continuer, comme l'a dit Aïcha, comme l'a dit Ima, et comme je l'ai dit au début, on va continuer d'agréger cette plateforme en continuant à mettre à valoriser les initiatives des jeunes, à les documenter et à les localiser, quoi. Donc vraiment, ça c'est l'objectif. Et vers la fin, je vais vraiment annoncer le pourquoi du projet. Et donc, sans pour autant tarder, puisqu'on est un peu short sur le timeline, donc je donne la parole aux panélistes pour la dernière fois. Donc, un dernier tour de round-up, les gars. C'est quoi votre dernier message, en fait? Je vais dire quoi? En une minute, je pense. Chacun, c'est quoi le message qu'on va retenir aujourd'hui de cette session et de ce projet et en termes de next step, quoi? Max, on a dit 1 minute 30 pour chacun, quoi. Donc, on garde le même tour de table. Benin, tu peux prendre la parole si tu veux, hein? Merci Natsi. Donc je dirais que cette preuve du Covid, même si l'Afrique est considérée aujourd'hui n'ayant pas beaucoup de cas et n'ayant pas été beaucoup touchée, mais économiquement, nous avons été touchés. Économiquement, de manière même au niveau de la santé, la Covid, ça a touché le monde entier, mais l'Afrique est en train de connaître, aujourd'hui notre continent est en train de connaître une nouvelle crise économique. Et vraiment, moi, mon mot de fin, c'est de dire que l'aspect vraiment des droits de la femme, une fois que cet aspect doit être beaucoup plus pris d'une manière, on va dire, sérieuse, parce que les femmes sont beaucoup dans l'informel en Afrique et elles font donc une grande partie de l'économie. Et si aujourd'hui elles ne sont pas aidées, ou en tout cas on ne facilite pas leur éducation, leur accès à certains droits basiques, eh ben, l'Afrique, notre continent, restera toujours en fait dans ce recul. Et aujourd'hui, nous sommes en train de repartir en arrière avec cette pandémie. Donc vraiment, moi, j'encourage beaucoup plus d'initiatives qui amènent justement le rôle de la femme vers l'avant afin que les choses puissent avancer ensemble, parce qu'on a aussi besoin, bien sûr, des hommes. Merci. Ah, c'est clair, hein, vous avez besoin de nous. Hein? Toi-même, tu sais très bien que je vais rien te laisser. Donc, Boubou, à ton tour, hein? Okay. Le dernier message. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Afrique Activiste pour l'opportunité en fait de pouvoir parler des initiatives en fait prises et faire en sorte de parler des cartographies que les différentes solutions que les jeunes africains, ouest-africains ont prises pour pouvoir contrer Covid et tout ça. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, on a cette chance d'avoir, si on a moins de cas Covid en Afrique de l'Ouest, c'est surtout en fait grâce à l'engagement des jeunes entrepreneurs africains, ouest-africains qui se sont engagés, qui étaient au premier plan pour contrer cette pandémie. Donc ça a eu un grand impact. Donc je pense que le fait d'avoir en fait cette base de données de cartographie de solutions proposées par des jeunes africains et de pouvoir remonter ces informations-là aux autorités compétentes. Donc cela en fait va beaucoup aider et faire montrer en fait à l'État, aux autorités qu'aujourd'hui, pour faire face à beaucoup d'autres choses, aujourd'hui on a besoin de jeunes. On a besoin que les jeunes s'impliquent davantage. Donc, je pense que ça, c'est aussi une bonne occasion pour les jeunes de pouvoir se faire entendre, de pouvoir en fait beaucoup peser dans la prise de décision, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au sein de l'Union africaine. Merci. Merci beaucoup. Il ne faut pas éteindre la caméra. Benet, tu peux allumer ta caméra vers la fin. Là. Il faut qu'on fasse un e-selfie, quoi, puisque maintenant, c'est ce que les gens font, quoi. Voilà. Merci, Benet. Vas-y, Jude, notre futur président ou notre futur premier ministre. Non, surtout pas. Hein. Alors moi, mon mot de la fin, c'est une invitation. Je vous invite tous les jeunes du Niger particulièrement et globalement tous les jeunes de l'Afrique à entreprendre. Pourquoi? Parce que tous les secteurs de l'avenir sont favorables au développement de l'Afrique.
Et quel secteur? Je cite l'énergie solaire, je cite l'agroalimentaire, l'éducation, le commerce en détail, l'art, les applications et autres services en ligne, l'immobilier, tout ça, ce sont des domaines d'avenir en Afrique. Et l'Afrique elle-même est le continent de l'avenir. Donc vraiment, je vous invite à entreprendre. Personne ne s'est jamais enrichi, en tout cas c'est rare, en travaillant pour quelqu'un d'autre. Donc entreprenez s'il vous plaît, on a un continent à développer. Et pourquoi d'ailleurs entreprendre? Pas seulement pour le développement du continent, l'auto-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat vous offre l'autonomie et la liberté, vous offre une réussite financière plus rapide. Il y a aussi le fait de contribuer économiquement au développement d'abord de votre pays, ensuite du continent. Donc, c'est toujours mieux que d'être un salarié dans une entreprise. L'entrepreneuriat permet de retrouver sa passion au cœur du métier. Je n'irai pas ouvrir une pharmacie si je n'aime pas la médecine. Donc, quand j'entreprends, c'est sûr que je ferai quelque chose que j'aime. Du coup, je le ferai bien et ça réussira bien si je suis motivée. Et enfin, il y a l'autosatisfaction. Que j'ai échoué ou que j'ai réussi en étant entrepreneur, je sais que j'ai essayé. Et ça me suffit pour dormir sur mes deux oreilles et savoir que j'ai fait ce que je pouvais. Donc, c'est vraiment une invitation. J'invite tous les jeunes de l'Afrique, sauf si vous êtes à 2 pas de votre retraite, je vous invite à entreprendre. Merci beaucoup, Jude. Merci beaucoup, Jude. Merci beaucoup, Benet. Merci beaucoup, Boubou. Encore une fois, c'était vraiment très enrichissant. Donc, comme j'ai dit, encore merci aussi de m'avoir orienté pour le briefing parce que vraiment, on a vraiment exploré vraiment le privé, on a exploré la société civile et on a un peu exploré la partie politique et la partie le politique. La partie politique, c'est-à-dire le gouvernement et la partie le politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Donc, encore merci. Donc, comme je disais, le but, ça, c'est juste la première phase. La cartographie, c'est vraiment la première phase. Et donc, une fois que la cartographie sera publiée, on aura suffisamment de données et d'éléments qui nous permettront en 2021 de faire beaucoup de plaidoyer pour que la jeunesse soit impliquée dans la prise de décision. En fait, soit on est impliqué dans la prise de décision, ou soit on crée notre table à nous, où on est suffisamment puissant pour pouvoir mettre en place des politiques de changement, quoi. Et donc, encore une fois, merci. Donc, merci également aux participants. Donc, ça, c'est le premier webinaire qu'on fait. Il y aura un second qu'on va faire, mais on le fera en anglais avec Aïcha, parce que aussi il faut qu'on parle avec la communauté anglophone, donc les Gambiens, les Ghanéens, les Gambie, Ghana et Nigeria. Donc, voilà. Donc, on vous donne rendez-vous peut-être mercredi prochain ou la semaine prochaine. Mais je vous invite également à vous abonner sur nos comptes Facebook et Twitter parce que la cartographie, on va communiquer dessus, Inch'Allah. Et donc, encore une fois, merci à mes panélistes et merci aux participants. Et on se donne rendez-vous à bientôt. Allez, ciao, 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 les gars.